Voilà, d'autres rendez-vous avec l'agence France Presse tout au long de cette journée. Vous le savez, vous qui vous trouvez derrière l'écran, puisque vous savez que les tribunes de la presse sont diffusées cette année également en ligne, vous pouvez poser vos questions, vous aussi dans la salle, à tous les intervenants. Et c'est Alain qui va récolter l'ensemble des questions. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Effectivement, les questions de la salle seront prises. On aura 10 minutes de questions-réponses avec vous, donc préparez-vous, écoutez bien. Soyez prêts à prendre le micro qu'on viendra vous tendre. Et à ceux qui sont en ligne aussi, vous pouvez trouver sur l'écran du live pour le débat en cours une petite bulle qui dit chat en bas à droite de votre écran. Et allez-y, je vous lirai et je vous sélectionnerai et je poserai les questions aux intervenants du jour. Merci. Merci beaucoup Alain. Les journalistes ne croient pas les mensonges des politiques, ils les répètent, c'est pire. C'est Coluche qui disait ça, il avait la dent dure contre la profession et il ne manquait pas de critiquer la porosité entre les deux mondes politiques et médiatiques. Alors la double crise de confiance des Français envers leurs représentants politiques, mais aussi envers les journalistes et les médias, ne s'explique pas seulement par les soupçons de collusion presse, politique, élite, mais elle y contribue sans aucun doute. Faut-il pourtant tomber dans le tous pourri qui nourrit le populisme? Certainement pas, car il faut souligner évidemment la rigueur, l'impartialité de la très très grande majorité des journalistes. Mais dans la réalité, quelles relations entretiennent vraiment les journalistes et les politiques? Comment établir des liens professionnels indispensables tout en gardant la distance déontologique nécessaire sans pour autant devenir un courtisan? Un équilibre difficile qu'Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde, résumait ainsi: le journalisme, c'est le contact et la distance. Place au débat maintenant, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Il est mené par Arnaud Gonzague, rédacteur en chef à l'Obs, avec ses invités. Et juste après le débat, nous recevrons en duplex Franz-Olivier Gisbert, l'ancien patron du Point. Nous réévoquerons ce sujet également avec lui. C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour cette conversation, débat avec cette question médias et politique, je t'aime moi non plus. Vous avez compris, hein, on va se pencher donc sur la relation compliquée qui parfois donne lieu à un certain nombre de fantasmes entre d'un côté le monde politique, de l'autre côté le monde médiatique. Voilà, c'est je t'aime moi non plus cette relation, on l'a dit, hein. Elle est faite d'une fascination réciproque, d'un petit peu parfois d'ego, peut-être aussi, des deux parts. Mais ce qui nous intéresse fondamentalement aujourd'hui pour cette discussion, c'est qu'évidemment, c'est cette relation aussi qui nourrit les institutions démocratiques. Parce qu'il n'y a pas évidemment de démocratie s'il n'y a pas ce contact, cette discussion, ce débat, ces heurts parfois entre d'un côté la sphère politique, de l'autre côté la sphère médiatique. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnalités. Je vais commencer sur ma droite par Nicolas Brimaud. Bonjour Nicolas Brimaud. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué du Canard enchaîné, un journal qui occupe une place particulière dès qu'on parle de politique évidemment en France. À ma gauche, Sylvie Maligorne. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'AFP, vous êtes, comme on dit, aux infos gênées, aux informations générales, mais pendant très longtemps, vous avez été détaché à Matignon, comme on dit. Vous aviez un bureau à Matignon, vous suiviez donc l'exécutif on ne peut plus près, puis vous avez été responsable de la cellule parlementaire, donc là, c'est les sénateurs et les députés, et puis vous avez été chef du service politique. Autant dire que vous connaissez un petit peu le sujet dont nous parlons ce matin. Un petit peu, voilà. Stéphane Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de Havas. Alors, Havas, vous êtes connu pour être un as, on pourrait dire, de la communication politique. Vous conseillez les politiques, les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas un journaliste et vous n'êtes pas non plus un politique. Vous êtes un observateur justement intermédiaire. Peut-être que pour commencer, la première question que j'aimerais vous poser à tous les trois, je vais commencer avec vous, Nicolas, c'est que vous, en tant que journaliste politique, d'abord, comment vous voyez les politiques? Ça fait un petit moment que vous exercez ce métier, je crois. Heureusement ou heureusement. Voilà. Et comment vous les observez? Comment ils étaient? Comment ils sont devenus, les politiques? Est-ce qu'ils ont beaucoup changé? Est-ce que la nature de la relation entre les médias et les politiques a beaucoup changé? Il faudrait peut-être d'abord faire une distinction entre le politique national et le politique local. Je pense qu'au niveau national, ça a beaucoup changé par rapport à ce que ça a été, parce qu'il y a eu l'apparition des communicants, hein, on va dire dans les années 80, ça a commencé.
Bon, la campagne Mitterrand, la première campagne où il y a eu des communicants, c'était 80. Avant, il n'y avait pas de communicants. En 74, la campagne présidentielle de 74, c'est une campagne sans communicants. Hein. Vous étiez face aux politiques tels qu'ils sont, quoi. Voilà. Hein. Donc ça, c'est une différence très importante. La deuxième, c'est que quand même, la profession de journaliste a évolué. Il faudrait regarder sur 30 ans. Mais disons qu'il y avait un type de relation entre les politiques et les journalistes au niveau national. Après, le niveau local, régional, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faudrait faire des nuances. Où il y avait quand même, bon, je veux dire, l'exemple le plus frappant, c'était l'Express. Françoise Giroud, elle a embauché des jolis journalistes parce que les jolis journalistes, elles obtenaient plus d'informations que les vieilles journalistes. C'est inimaginable aujourd'hui. C'est un discours qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Bon, je ne vais pas citer les noms de ces charmantes consoeurs qui aujourd'hui sont pour la plupart à la retraite. Mais ça fonctionnait dans un milieu beaucoup plus fermé. Ça fonctionnait dans un milieu d'autant plus fermé qu'une grande partie de la politique se passait au Parlement. À l'Assemblée nationale, dans la salle dite des 4 colonnes, où journalistes et députés, parlementaires. Bon. Aujourd'hui, je veux dire, il y a très peu de journalistes qui vont encore à l'Assemblée nationale, dans les journalistes politiques. Avant, c'était inimaginable de ne pas aller passer sur l'après-midi régulièrement à l'Assemblée nationale. Vous diriez que la relation entre les journalistes politiques et les politiques, c'est un peu distendu, c'est un peu éloigné? Elle s'est distendue parce qu'il y a eu en plus des intermédiaires entre les journalistes et les politiques, ces intermédiaires qui n'existaient pas avant. Hein. Stéphane Fuchs connaît le sujet beaucoup mieux que moi, parce que moi je vois très peu d'intermédiaires, hein, pour être très franc. La politique au canard, c'est pas d'intermédiaire. Donc, mais ça, c'est un luxe qu'on peut s'offrir et que peu de journalistes peuvent s'offrir. Hein. C'est aussi le poids du canard qui fait qu'on peut se l'offrir. Le canard enchaîné, oui. Bah justement, Sylvie, alors vous, comment vous aussi, vous avez vu moi, les changements? J'ai connu l'époque où, effectivement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y avait, dans la salle des 4 colonnes, il y avait énormément de journalistes. La salle des 4 colonnes, il faut dire, c'est la salle de la presse, hein, où les politiques et les journalistes discutent, quoi, à l'Assemblée nationale. C'est juste au sortir de l'hémicycle. Donc, c'est un endroit où les journalistes et les politiques se rencontrent, discutent. C'est vrai que, comme dit Nicolas, il n'y a plus personne à l'Assemblée et au Sénat. Exception faite de l'AFP qui a toujours une équipe et les confrères disent qu'on est les derniers des Mohicans, mais c'est essentiel aussi de savoir comment fonctionne l'appareil législatif. Ce qui est très différent maintenant, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus d'intermédiaires. Il y a plus le politique a décidé, et notamment avec Emmanuel Macron, de chanter les journalistes, de s'adresser directement aux Français. Maintenant, ils communiquent par Twitter, les ministres aussi, il n'y a plus de communiqués. Ils nous envoient des petits paquets tout faits, en photo, vidéo, communiqués. Les kits de presse sont déjà prêts. Voilà, donc on n'a pas de contact. Hein. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas de contact direct avec les politiques, ce qui se faisait auparavant. Oui. Stéphane Fuchs, vous, je le rappelle, donc vous qui êtes un peu un intermédiaire, un de ces intermédiaires dont parlait Nicolas, un communicant, comme on dit. Comment vous regardez cette évolution, vous? Il y a deux aspects. Il y en a un premier qui est, au fond, les politiques, et on peut le comprendre, ressentaient le besoin d'être en contrôle de leur communication, d'être en maîtrise de leur communication. On n'est plus avec une époque dans laquelle il y avait une radio du matin, un quotidien du soir et une télévision de 20 heures, et ça faisait la journée médiatique, comme disait Jacques Pilan. Le monde a évolué et la relation a d'autant plus évolué que, à la fois, les politiques ont trouvé du confort, on va dire, à avoir de l'intermédiation entre les journalistes, mais c'est aussi parce qu'une partie des journalistes ont brisé les règles qui prévalait à la relation avec le politique, que le off a été tellement souvent trahi que du coup les politiques... Peut-être qu'il faut préciser pour le public ce que c'est que le off. C'est quand on s'exprime d'une manière non sourcée, on va dire normalement. C'est-à-dire que c'est un homme politique... C'est une anonymisation de la parole, en fait. Vous savez, le politique très souvent... fait une confidence, voilà. Donc ça doit rester confidentiel, ou alors on l'utilise en disant un proche d'eux. Et beaucoup de journalistes ont brisé ces off. On brisé cette règle. Briser ces off, ça veut dire ils disent telle personne m'a dit que... Le politique se retrouve dans une situation dans laquelle faire une explication, parler avec un journaliste, c'est, avec beaucoup d'entre eux, prendre le risque que tout ce qu'il dit soit, dans ces conditions, publié, alors que dans la réalité, il ne peut peut-être pas tout dire.
parce que c'est une prise de risque, parce qu'il dit des choses qui ne sont pas sympathiques sur un collègue du gouvernement, parce qu'il donne une explication qu'il ne voulait pas donner. Et donc on a besoin de ce décadrage, de ce on et de ce off. Après, est-ce que ça représente un progrès, la désintermédiation? Pas forcément. Je pense que la vraie question, c'est la question de la qualité de la communication du politique. Et moi, je continue à avoir une interrogation majeure, c'est qu'on reste dans un pays dans lequel le politique pense que le mensonge fait partie de la boîte à outils, qu'avoir une proposition dans le programme qui ne sert à rien, qui ne pourra jamais être suivie des faits, c'est pas grave, que de faire une promesse qui ne sera jamais tenue, ça n'a pas d'importance, qu'une partie des journalistes, alors je parle devant celui qui les condamne le plus là-dessus, donc je fais attention, Nicolas mais qu'une partie des journalistes considèrent qu'au fond, c'est pas grave d'ailleurs que le politique mente. Et donc le politique ne se fait pas attraper. Ça fait partie ne de se fait pas stratégie. attraper pour un menti, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et du coup, on a un truc qui est très bizarre, qui est comment est-ce que vous voulez construire la confiance sur le mensonge. Moi, j'avais été très frappé d'une séquence du président Macron avec McFly et Carlito. Dans le jeu concours, puisqu'en fait, il faisait la démonstration de sa capacité à mentir. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que personne n'a relevé ce point. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait la modernité d'utiliser des médias qui ne sont pas utilisés d'habitude, d'être avec les influenceurs qui produisent leur contenu, et donc il y avait quelque chose qui était intéressant. Mais dans la mise en scène de ce qui se passait, il y avait quelque chose que je trouvais assez surprenant, c'était qu'on était dans un concours de mensonges, oui, et qu'on avait un président qui, d'une manière excellente, démontrait sa capacité à mentir. Donc c'était peut-être une manière de dire « Regardez, je suis capable de mentir » parce qu'en réalité, dans le reste du temps, je dis vraiment des choses. Tu y crois une seconde ? Pardon ? Tu y crois une seconde ? Ah, moi, je ne crois rien, je ne le connais pas. Sylvie, tout à l'heure, vous hochiez un petit peu la tête quand on disait que... parfois, c'est le on, le off. Comment vous gériez, vous, les questions de on et de off ? On, donc les propos officiels rapportés, etc. Off, des propos rapportés dans la presse, mais non sourcés. C'est-à-dire, on dit l'entourage du ministre, etc. Non, mais moi, je considère que le off à plus de 2 personnes, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Le on, le off à... Le off à 2 personnes, enfin, si... Ouais. En tête à tête, oui. Le off à 2 personnes, ça va au-delà de 2 personnes, ouais. C'est pas possible, fuite, ça n'existe pas. C'est en général un politique qui ne sont pas complètement idiots. Il y a toujours derrière leur tête une manière de se dire je vais pouvoir distiller ça pour telle ou telle raison. Ils ne le font pas par hasard. Ils savent très bien que ça va être utilisé. D'accord. Donc l'idée, Nicolas, que le off a été un peu trop souvent brisé, vous la partagez, vous la partagez pas ? Non, mais moi, le off, je crois au off en tête à tête. Hein. Le off où il y a 4 ou 5 journalistes, c'est pas la peine, il y en a toujours un pour briser le off. Ça, c'est bon. Simplement, il faut pas trop jouer à l'imbécile avec le off, parce que c'est évident que si vous avez la réputation de trahir le off, et ça se sait quand même très vite parce que le monde politique et le monde journalistique, c'est quoi ? Allez, on va être gentil, c'est 300 personnes à Paris, donc ça court assez vite quand même. Hein. Si vous avez la réputation de briser l'off, vous aurez plus d'off. Donc il faut ça produit, si j'ose dire, à manier avec un minimum d'habileté. Est-ce que c'est une logique que le grand public d'ailleurs peut comprendre, la logique du off ? Parce que peut-être pour des gens qui ne sont pas aguerris à la presse, comme ça, ils découvrent qu'en fait, on leur dit des choses, mais que c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est personne qui l'a dit, donc on cache un peu des sources. En quoi c'est utile le off ? Vous pouvez... Non, mais le off, c'est bon. Je veux dire, la pratique du off, c'est dire, au lieu de dire le président de la République a dit que, vous dites un collaborateur de l'Élysée confie que. Je veux dire, c'est bon. Autrement, si vous dites que c'est quelqu'un de Matignon, alors que c'est quelqu'un de l'Élysée, bien entendu, vous biaisez le off. Bon, oui. Ça peut exister, mais bon, ça. C'est vrai que c'est drôle cette histoire de double jeu entre une parole qui est donnée, une parole qui est rapportée. On ne dit pas qui l'a dite. Non, mais bien sûr, la limite, elle est là. Simplement, si vous vous amusez, il y a des raisons où le off, il faut le respecter. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à créer un climat de confiance avec les politiques, comme avec les chefs d'entreprise, comme avec n'importe qui, comme avec vos lecteurs d'ailleurs, vous perdez les chefs d'entreprise, les politiques et les lecteurs. Après, il y a un problème de crédibilité du titre. C'est évident qu'il y a des titres qui sont très crédibles en politique, d'autres moins. Bon,
Le Canard en fait partie, l'AFP en fait partie, peut-être d'autres un peu moins. Il y a un mot qui revient très souvent, vous disiez, on l'a dit, hein, les rapports sont en train de se distendre parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires maintenant entre les Français et... Les moyens de pression ont beaucoup baissé, je veux dire, parce que maintenant, parlons un peu... parlons des pressions. On va être un peu vulgaire. Non, allons-y. Les moyens de pression des politiques sur la presse, ils sont nuls. Je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les vrais moyens de pression, c'est les pressions économiques. Bon, je vous avais une presse française qui est quand même relativement malade, très peu de journaux qui font des bénéfices, si vous voulez, ça va prendre les 5 doigts de la main, hein, on va aller très vite. Si vous enlevez en plus les aides financières reçues par l'État à l'occasion du Covid, c'est une seule main, c'est pas deux mains, hein, qui est de la presse nationale qui gagne de l'argent, la presse nationale qui fait du journalisme politique. Donc je veux dire, la pression, elle est pas du tout des politiques. Ils n'ont pas les moyens de faire pression sur les journaux. C'est pas vrai. Il ne faut pas se raconter d'histoire. En revanche, alors je peux vous dire que les chefs d'entreprise ou les grands patrons, ou appelons ça comme on veut, je veux dire, ils savent faire. Hein. Et ils n'ont même pas besoin de faire pression, parce que tout le monde sait, dans un certain nombre de journaux, qu'on ne peut pas se fâcher avec un annonceur automobile, par exemple. Hein. Vous avez un test très facile à faire. C'est ce que vous avez déjà lu dans un hebdomadaire ou un mensuel, un article disant qu'une voiture est un tas de ferraille. Or, statistiquement, il doit quand même de temps en temps y avoir une voiture qui est un tas de ferraille. Mais vous lirez jamais ça dans un journal français. Hein. Parce que la publicité automobile automobile est une des rares publicités qui continue à se maintenir dans la presse écrite. Je veux dire, malheureusement, c'est une réalité. Donc la pression, elle est là. Quand vous êtes très fragile économiquement, la pression économique, vous la prenez en pleine figure. Hein. Sylvie, vous qui avez, on l'a dit, donc été très longtemps basée à Matignon, qui était vraiment à proximité du pouvoir, la pression des politiques sur les journalistes, c'est pareil, vous dites que c'est pas quelque chose qui existe, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose que vous avez constaté? Si, ça existe. Alors, dites-nous. Je veux dire, si, moi j'ai pu voir des politiques qui pouvaient téléphoner à tel ou tel patron pour se plaindre directement d'un article. Ça, je veux dire, tous les journalistes ont connu ça. Et c'est un truc... c'est pas des pressions financières, mais ça suffit. C'est vrai qu'actuellement, c'est moins le cas, parce qu'ils n'ont pas la... je veux dire, c'est vrai que les journaux se portent tellement mal que... c'est difficile de faire pression sur eux. Les politiques, maintenant, il va passer par les réseaux sociaux et puis c'est tout. Et il ne va plus du tout parler à tel ou tel organe de presse. C'est ça sa manière aussi de faire pression. On blacklist tel ou tel titre, tel ou tel journaliste, on choisit tel ou tel journaliste. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Oui, mais si les journaux se défendent, si les journalistes se défendent, c'est aussi les journalistes qui ne veulent pas se défendre, hein, ou les patrons de journaux qui ne veulent pas se défendre. Mais je dirais que quand même, notre profession est un peu, pas très combative. Voilà. Elle était beaucoup plus auparavant. On a pu voir, je vois là François Mitterrand, quand il y avait eu un problème, on a vu quand même des photographes et des caméramans déposer leur appareil dans la cour de l'Élysée pour signifier leur mécontentement. Protester. On ne verrait jamais ça. Jamais. Quand Emmanuel Macron a voulu supprimer la salle de presse à l'Élysée, qu'est-ce qu'on a vu? Pas grand-chose. Si, on a fait 4 articles. Oui, mais tu es d'accord qu'il n'y a pas eu de démonstration d'image de quelque chose? On pose le stylo, on pose la caméra, on pose l'appareil photo. Rien du tout. Vous acquiescez, Stéphane? Comment vous voyez, vous, l'évolution justement de cette relation? Non, je pense qu'il faut aussi voir que chez le politique, il y a une sorte de volonté de séduire le journaliste. Et puis, il y a une nécessité qui est... le monde médiatique a évolué, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste avec je fais une radio, un journal de presse écrite et une télé et j'ai fait le boulot. Ne pas comprendre qu'aujourd'hui le monde est complètement différent, qu'il faut tenir compte des réseaux sociaux, que la journée médiatique c'est plus la seconde médiatique, l'embrasement médiatique. Les orages médiatiques tels qu'ils existent, les départs de crise se font à une vitesse qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Et donc que du coup les politiques se soient à la fois équipés et parfois mis à distance parce qu'une forme de relation de confiance était rompue, mais aussi parce qu'ils n'y trouvent pas la même utilité qu'auparavant. Parce que les médias ont perdu une partie de leur pouvoir relatif comme intermédiaire indispensable avec l'opinion. Et au fond...
il y avait un sujet qui n'était pas illégitime du point de vue du politique, je vais le défendre une seconde. C'est-à-dire que je ne le fais pas toujours, mais là je vais quand même le faire une seconde, pour le bonheur de la contradiction. Si c'est un rapport de force, c'est normal que... Parce que le politique, il a besoin de s'adresser à l'opinion, qu'il le fasse par le biais des médias ou par d'autres biais. Qu'il publie ses propres contenus, qu'il crée ses propres événements, et que du coup, il ait, par ce biais, la capacité de toucher l'opinion. L'intermédiation par le journaliste était une obligation. C'était au fond, la journée médiatique était dictée par les journalistes qui faisaient partie de ces 300 personnes dont parlait Nicolas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on voit souvent des sujets faire irruption latéralement ou par en haut, par en bas, mais en arrivant par les réseaux sociaux, en arrivant par l'international et donc en suivant d'autres trajectoires. Et à partir du moment où les règles du jeu ont changé, c'est normal que les politiques cherchent à s'y adapter. Et puis, on est rentré dans un monde dans lequel les règles de communication ont profondément changé. On était dans un monde vertical, c'est-à-dire je m'adressais à. On est rentré dans un monde horizontal, c'est je parle avec. C'est pas la même chose. On était dans un monde de l'écrit. On est rentré, qui voulait dire le monde de la raison. On est rentré dans le monde de l'image, ce qui veut dire aussi le monde de l'émotion. La télé et les réseaux sociaux s'écoutent avec les yeux. C'est pas la même partie du cerveau que quand on entend un texte. On était dans le monde je dirais de la parole. On est rentré dans le monde du film. Et donc, ces transformations-là, elles nécessitent aussi pour un politique qui n'a pas été formé à ça, parce qu'ils viennent du monde de la dissertation, en deux parties, deux sous-parties. Ils sont parfois terrorisés par la caméra de télévision et par l'image. Et donc, il y a un besoin réel de s'adapter, on va dire, à ces contraintes d'un monde nouveau qui est différent. Il venait d'un monde viriliste dans lequel il fallait être le chef à plume, et on s'aperçoit qu'on est dans un monde dans lequel des valeurs féminines ont pris, et c'est fort heureux, le dessus. On a besoin aussi de bienveillance, d'un certain nombre d'autres éléments. Et donc, du coup, ils ont un logiciel à revoir, parce que leur logiciel est inadapté en réalité au monde d'aujourd'hui. Et comme à côté de ça, le monde cavale, parce qu'à côté de il est en train de s'adapter, apparemment, de ce que vous dites, il est en train de s'adapter, le monde politique, non? Vous n'y croyez pas? En tout cas, d'essayer. On va rester prudent. Voilà, en tout cas, on essaye de les adapter. Alors, Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Stéphane Fuchs? Donc, justement, cette idée que l'émotion est en train, effectivement, de prendre une place, c'est ce que dit un peu Pierre Rosanvallon aussi dans son dernier essai. Il explique qu'aujourd'hui, le ressenti crée des liens politiques plutôt que des arguments, plutôt que des faits, etc., etc. Comment vous observez ça? Je dis que c'est extrêmement dangereux pour tout le monde, que ce soit pour la démocratie, pour les politiques, parce que juste l'émotion, c'est un peu faible, hein, et généralement, ça se retourne contre eux, c'est l'effet boomerang. Et donc, vous voulez dire parce que ça sera le plus émotionnel de tous qui remportera la partie? Je veux faire le buzz sur rien, quoi, sur du sable, sur... moi, je parlais ce matin d'un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est Emmanuel Macron qui a joué au foot hier. Vous avez vu ça? Tout le monde a dû voir ça. Bon, il a marqué un but sur penalty. Il y avait quand même un bandeau BFM qui a fait alerte but Macron. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? But Macron. Alors on est dans l'émotion, mais c'est rien du tout. Alors aussi, on est dans l'émotion. Giscard l'avait déjà fait. Giscard l'avait déjà fait. Oui, mais il n'y avait pas le bandeau BFM but Macron. Enfin, bon, et la foule en liesse. Enfin, il y a un truc qui est complètement dingue. Je sais pas. Et je pense aussi que les politiques, ils veulent aller au contact, mais ils se font aussi avoir parce qu'effectivement, il y a des micros, des caméras absolument partout. Encore une fois, l'exemple d'Emmanuel Macron, quand il rencontre un jeune garçon qui cherche du travail, il dit, vous n'avez qu'à traverser la rue, il y a du travail. Voilà, il se l'est pris en pleine tête. Hein. Bon, oui. Et il ne s'est pas contextualisé, c'est rien. Enfin bon. Donc l'émotion est extrêmement dangereuse. Le pognon de dingue aussi, le pognon de dingue, qui était plus l'expression, ça nous coûte un pognon de dingue, qui avait l'air un peu plus travaillé, mais qu'il a créé comme un moment. Enfin, je veux dire, là, c'était volontaire en plus, c'était pas improvisé. Ils ont voulu faire cette séquence genre... vous êtes une petite souris, vous voyez comment je travaille, et je l'ai pris en pleine tête. Ça n'a pas fonctionné. Stéphane, vous avez l'air de... On peut toujours regretter le monde d'avant. Moi, j'avais trouvé rigolo de... Je ne le regrette pas, mais c'est pas ça. J'avais trouvé intéressant de regarder la différence de traitement entre le Covid
par les médias, et la grippe de Hong Kong en 1968-69, qui pourtant fait 30 000 morts en France, 1 million dans le monde. La grippe de Hong Kong, c'est la dernière pandémie du monde de Gutenberg, c'est-à-dire de la presse écrite, traitée avec de la raison, sans émotion, et du coup, ça a comme effet qu'on ne s'en souvient pas. Non. Et que quand j'ai fait mon livre sur le sujet, j'ai dû faire des recherches pour trouver des traces de la grippe de Hong Kong à l'époque. Pendant le Covid, pendant 24 semaines, 80% des contenus d'information ont été sur le Covid. C'est-à-dire que de toute façon, les médias eux-mêmes produisaient ça, surtout qu'ils nous montraient un virus qu'on ne peut pas voir, puisque par nature, on ne peut pas le voir. Et donc, on était dans une sorte de séquence de communication qui dramatisait, qui faisait vivre le sujet et qui ne laissait plus de place à autre chose. Or, c'est l'évolution du monde. Le 11 septembre 2001, c'est-à-dire 20 ans avant, c'est pas grand-chose, capture 80% de l'information, mais pas pendant 24 semaines, pendant 3 jours. Et donc, c'est ça le monde dans lequel on est rentré. Donc, mon point à moi, c'est que je peux, avec toi, dire c'est dangereux, parce que oui, c'est dangereux, parce que oui, les mondes d'émotions, quand ce n'est que l'émotion, ça a des risques, mais notre métier, c'est d'être capable aussi de maîtriser ça pour être capable de dépasser. Au fond, mon sujet, c'est pas de fixer les règles du jeu, c'est quelque part de jouer avec. C'est de surfer sur la vague, de ne pas créer la vague sur l'océan. Nicolas, au canard enchaîné, est-ce qu'on est très dans l'émotion ? Non mais c'est un vieux débat, hein, l'émotion. Donc on va peut-être pas rentrer tout de suite dans le débat sur l'émotion. Non, moi je suis d'accord avec ce que disait Stéphane, avec une réserve quand même. C'est que la grippe espagnole en 1918, moi qui suis avant d'être journaliste historien, je peux vous dire que ça a quand même occupé beaucoup la presse. Hein. Oui. On dirait que ça a été on s'en souvient encore d'ailleurs. Très efficace, encore plus efficace que le Covid et beaucoup plus efficace que le Covid. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'absorption de l'actualité par un sujet. Ça c'est vrai. Et qu'en plus, soyons francs, derrière il y a quoi ? Il y a l'intérêt des télévisions à avoir un nombre d'auditeurs tel que ça suscite de la publicité. Parce que tout ça est quand même, si j'ose dire, de l'image marchandise. Il faut quand même dire les choses à un moment telles qu'elles sont. C'est si vous faites 20 minutes sur le Covid et que les téléspectateurs s'enfuient quand vous traitez le sujet, vous n'avez pas de publicité. Donc vous inquiétez pas, dans ce cas-là, ils auraient fait 5 minutes. S'ils ont fait 20 minutes, c'est que ça permettait de maintenir aussi le spectateur et derrière de passer un certain nombre de messages et donc de générer du chiffre d'affaires pour les chaînes de télé. Donc il ne faut jamais oublier que quand même dans les communications, derrière, il y a une grande partie de la publicité. Hein, il ne faut quand même pas tout à fait oublier ça. Je ne voudrais pas être un peu trop épicier pour mes confrères, puisque nous, on n'a pas de publicité. Mais je veux dire, ça joue un rôle clé. Hein. Tout à l'heure, on a évoqué un aspect, peut-être qu'on est allé un peu vite, sur le fait qu'aujourd'hui, les journalistes politiques ne suivent presque plus, sauf l'AFP, les derniers des Mohicans, disiez-vous, la mécanique parlementaire. C'est-à-dire comment se crée une loi. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Et alors, en quoi c'est si important ? Parce que dit comme ça, on se dit, oui, bon, la mécanique parlementaire... D'abord parce que le Parlement, c'est une source d'information fantastique. Les rapports parlementaires que personne ne lit, je vous jure, un jour... Allez sur le site du Parlement s'il y a un sujet qui vous intéresse, regardez s'il y a un rapport et lisez-le. Puis vous allez vous dire quelle qualité intellectuelle, quel intérêt présente ce rapport. Donc tout cet aspect du travail parlementaire a totalement disparu des journaux. Les journaux ne rendent plus compte des débats parlementaires. Et en quoi c'est si grave ? Mais parce qu'une loi qui est votée, qui s'applique aux gens, si vous lisez pas pourquoi elle a été votée, comment elle a été votée, quels sont les amendements qui ont été rajoutés, je voudrais dire, vous expliquez pas aux gens. Très longtemps, dans les journaux de province, il y avait un correspondant parlementaire. Le correspondant parlementaire, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des papiers pour dire que dans le Sud-Ouest, il y avait telle loi, projet de loi qui était passé sur la viticulture, par exemple. Je vous prends un exemple tout à fait banal. Et ce que ça changeait pour le monde de la viticulture. Donc les lecteurs, il y avait une fonction de service de la presse qui a totalement disparu aujourd'hui. Bon, à tort, parce que je vais vous dire, il y a un exemple tout bête, c'est les Légions d'honneur. Le Figaro continue à publier des cahiers, qui reçoit la Légion d'honneur. Alors tout le monde dira, c'est bête parce que c'est aussi sur Internet. Oui, mais attention, quand vous voyez le chiffre de vente du Figaro le jour de la Légion d'honneur, vous comptez les parents de l'eurolégionnaire, les enfants de l'eurolégionnaire, la femme de l'eurolégionnaire et la maîtresse de l'eurolégionnaire, ou l'amant, si c'est une femme, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes. C'est commercialement très intéressant. Donc j'ai jamais très bien compris pourquoi la presse écrite française a totalement déserté ça, ce qui n'est pas le cas de la presse américaine. Alors, qu'est-ce que ça dit la Légion ? Moi, je crois qu'aussi, un des problèmes de la distance entre la presse française et le lecteur, c'est ça. C'est-à-dire que la presse française, avant, elle avait une fonction de service.
Et cette fonction de service, elle a totalement disparu. Une des forces du Canard, c'est d'être une fonction de service pour la classe politique, parce qu'on raconte pour la classe politique, et les élus locaux, etc., ce qui se passe au Parlement, pourquoi, quelle et telle décision est prise. Ça a complètement disparu de la presse française. C'est un mystère pour moi total. J'aimerais que vous nous parliez d'un exemple très concret, parce que là on est un peu dans les généralités, mais il y a un exemple très concret, c'est que vous, pendant très longtemps, vous vous êtes occupé, vous étiez quasiment obsédé par l'histoire des fonds secrets. Vous savez, les fonds qu'un parlementaire ou qu'un ministre peut distribuer comme ça à ses équipes, parce qu'il y avait quelque chose qui... Et en fait, pendant très longtemps, ça n'intéressait personne. Personne. Ça, je peux vous dire. Vous faisiez service, vous rendiez un service qui n'avait pas l'air d'ébahir la... Oui, mais vous avez fait ça pendant combien de temps? Parce qu'en gros, les fonds secrets, c'était l'équivalent de 300 millions d'euros. Il y en avait la moitié qui était pour les services spéciaux, donc la DGSE, les services d'espionnage, donc là, il n'y avait rien à dire. Et l'autre moitié, ça s'est partagé habilement entre Matignon, les grands ministères, les ministères régaliens et l'Élysée. Bon. Donc ça faisait que les politiques, les décideurs politiques disposaient d'argent en liquide, ce qui faisait que quand ils allaient au restaurant, ils payaient toujours en liquide. C'est marrant, mais bon, on ne sait pas pourquoi, mais les hommes politiques payaient toujours en liquide à l'époque. Bon, on a dû faire tous les ans, je peux vous dire, je me souviens encore du numéro de la ligne budgétaire, c'était à 31,04 et à 31,05. Vérifiez, c'est vrai. Donc tous les ans, j'allais regarder, puis je faisais un petit papier en disant, machin. Au journal, ils en avaient ras-le-bol des papiers sur les fonds secrets. Bon, et puis, un jour, pourquoi, sous Jospin, d'un seul coup, l'affaire des fonds secrets est devenue insupportable aux gens. C'est-à-dire que l'opinion n'a plus supporté les fonds secrets. C'était le fruit de votre travail, enfin, qui était récompensé. Oui, mais je crois aussi que c'était une évolution. C'est-à-dire que les fonds secrets, dans une période de crise économique, c'est insupportable. Dans une période où vous avez une croissance budgétaire de 5 à 6% des crédits et que vous avez une croissance économique entre 4 et 5, c'est beaucoup plus supportable. Voilà, rien que le terme fonds secret, on sent bien qu'à un moment, ça ne va pas durer très longtemps. Enfin, mais attendez, ça dure depuis quand même, vous inquiétez pas. Même sous Louis XV, ça existait, ça s'appelait le cabinet secret. Vous n'étiez pas là sous Louis XV, non, c'est pas vous, vous invitiez personne avec ça. Mais bon, ça existait déjà, donc ce qui est aussi intéressant, c'est de... Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, l'opinion, voilà, pour le coup, c'est pas les journalistes qui créent l'opinion, on pourrait dire. Pourquoi l'opinion, à un moment, se saisit d'un sujet que... Bon, on prend l'exemple des fonds secrets, mais il y a d'autres exemples. Je veux dire, aujourd'hui, si on écrivait, et si les gens lisaient vraiment ce que, sous De Gaulle, l'argent qui circulait en liquide, mais c'est inimaginable. De Gaulle, qui passait son temps à répéter qu'il ne s'intéressait pas à la basse cuisine politique, il faisait lui-même les fonds secrets. Pendant les élections, c'est raconté dans les mémoires de Foccart, qui était son plus proche collaborateur, il faisait commune après commune. Et au municipal de 63, bon, c'est juste pour vous faire rire, ils arrivent à caler. Et alors, c'était 30 000 euros s'il y avait 2 tours, 15 000 euros s'il n'y avait qu'un tour de fonds secret. Donc Foccart dit, votre beau-frère se présente. Alors De Gaulle dit, c'est un imbécile, il aura du mal à être élu, il faut lui en donner pour 2 tours. Donc donne pour 2 tours, 30 000 euros au beau-frère du général, et puis il est élu au premier tour. Donc le lendemain du premier tour, il y a une nouvelle réunion avec De Gaulle et Foccart sur les fonds secrets. Et un peu habilement et un peu vicieusement, Foccart dit à De Gaulle, toutes mes félicitations, votre beau-frère a été élu au premier tour. De Gaulle dit oui. Et puis Foccart ajoute, on lui en a donné pour 2 tours. Et De Gaulle dit, on va lui laisser l'argent, il en profitera pour faire la bamboula, ma belle-sœur est pas très drôle. Bon. Non. Bon, vous lisez ça dans les mémoires de Foccart, que personne n'a lu, mais où il y a 5 tomes comme ça, où il y a des histoires absolument formidables, comme la maison natale du général qu'ils font acheter par des fonds secrets en créant une société civile, parce que De Gaulle avait décrété que sa maison natale ne pouvait pas être vendue comme une maison de n'importe qui. Mais c'est pas n'importe qui. Vous en avez comme ça des tonnes et des tonnes. Bon, mais à l'époque, ça choquait personne. Tout le monde est convaincu aujourd'hui que le général de Gaulle, alors là, jamais il y avait des histoires d'argent. Saint-de Gaulle. Bon, c'était Saint-de Gaulle. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que la défiance, on voit surtout qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis des politiques qui, par ailleurs, est justifiée par certains aspects, parce que ce qu'on vous racontait là, nous. Non, mais je vous dis pas que les fonds secrets c'est bien, que le fait de payer les campagnes électorales de son beau-frère avec les fonds secrets c'est bien, bon, etc. Mais bon, c'était la réalité de l'époque qui ne choquait pas les gens. Aujourd'hui, elle est insupportable. Il y a un aspect, un événement médiatique dont j'aimerais bien qu'on parle avant de passer aux questions à la salle. C'est le cas, entre guillemets, Zemmour. Alors Zemmour, c'est très particulier parce qu'à la fois, il est journaliste, il commence à ressembler à un politique. Éditorialiste. Il est pas éditeur, pardon. En tout cas, il a une carte de presse, disons. C'est un polémiste, comme on dit, voilà, ce qui est une manière de dire ce qu'il est. En même temps, il fait de la politique. En même temps, il ne se présente pas et il est très haut dans les sondages. Alors, comment vous, Sylvie, par exemple, vous observez ce cas Zemmour? Qu'est-ce que ça dit Est-ce que c'est pas aussi
Un énième avatar, une des transformations du monde politique. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors, on ne sait pas trop si c'est la presse qui l'a monté en épingle, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on court derrière, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment le traiter, il est apparu comme ça. Il a un certain talent. Son fonds de commerce, c'est de provoquer. Et nous, on est un peu... on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend, les médias, vous avez fabriqué cette espèce de Frankenstein. On n'a pas fabriqué Zemmour, franchement, je ne crois pas du tout, parce qu'il s'est fait tout seul. Enfin, je veux dire, il a des bouquins, il sait y faire, et nous, plutôt, on est un peu pathétique, parce qu'on court derrière, on ne sait pas comment traiter ça, parce qu'on n'est pas dans le fond, on est dans l'émotion avec lui, dans des phrases, des punchlines tout le temps. Donc c'est extrêmement compliqué. Non, enfin, je sais pas. Stéphane. Non, je te rejoins, mais au fond, est-ce qu'il est la cause ou est-ce qu'il est le symptôme ? La réalité, c'est que depuis 5 ans, dans les études, il y a au moins un élément constant. Les Français nous disent qu'ils ne veulent pas d'un second tour Macron-Le Pen. Et donc ce n'est pas surprenant qu'ils aient saisi la première opportunité qui se présentait, et alors qui s'est malheureusement appelée Zemmour, pour essayer de faire déjouer ce match qui était annoncé et dont ils ne veulent pas. Et comme tout le système nous présentait ce match comme déjà fait, c'est-à-dire qu'on y va et que la lecture des sondages semaine après semaine nous racontait que oui, la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité de demain, les Français ont dit au système politique et médiatique, vous vous trompez parce que quand on ne veut pas de quelque chose, on se démerde pour que ça n'arrive pas. Et ce qui arrive, c'est que le maillon faible, on va dire le premier des maillons faibles, c'était Le Pen, et que Zemmour sert à faire tomber Le Pen. Est-ce que pour autant Zemmour, qui n'est pas candidat, après lequel les médias courent, etc., mais qui fait de l'audience, sera un phénomène durable ? C'est trop tôt pour le savoir. Moi, j'ai quand même été frappé par son débat sur BFM avec Mélenchon, où il fait un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, et à la même heure, Valérie Pécresse sur France 2, qui fait 1 million. Oui, mais c'est pas la même affiche. Je veux dire, il y avait Mélenchon, Zemmour, qui sont deux. Et oui, mais sauf que ce que tu racontes, c'est justement ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un univers où on a envie d'écouter quelqu'un nous raconter ce qu'il pense. On a envie plutôt de suivre le match de boxe de deux gros boxeurs sur le ring qui vont s'affronter. Et les deux boxeurs sur le ring, ça fait 3 millions de téléspectateurs. Et l'affichage dans l'émission de télé, ça fait 1 million. Et c'est vrai que quand Mélenchon et Zemmour ont débattu, c'était pas tellement les arguments des uns ou des autres qui étaient pris en compte, c'était plutôt lequel c'est mieux défendu. On parlait plus d'un match. 3 millions, c'est pas beaucoup. En même temps, 3 millions, c'est pas beaucoup. Je veux dire, tout le monde a trouvé ce chiffre extraordinaire. Ouais. Quand on regarde bien, c'est pas un chiffre extraordinaire non plus. Les quantifications. C'est trop, sûrement, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais... Le rôle du journaliste est aussi de quantifier. Mais ce qui était frappant pour moi, c'est le 3 millions sur BFM quand tu as 1 million sur France 2 en prime time. Bien sûr, le 3 par rapport au... C'est ça. Mais je dirais Zemmour, c'est effectivement notre Trump à nous. Enfin, on se demande jusqu'où il va aller, mais ça ressemble un peu à ça. C'est aussi comme les gilets jaunes. Enfin, la presse n'a pas su, ou même les dirigeants n'ont pas su deviner ce qui pouvait monter du terrain. Ce ras-le-bol, personne n'a rien vu. Et ni ça les journalistes, prouve cette déconnexion. Non, et Zemmour, il dit des choses apparemment quand même que les gens pensent. Quoi. C'est aussi que les journalistes ne sont pas très représentatifs de la société française. Exactement. Maintenant, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat, ça participe complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire les écoles de journalistes qui exigent aujourd'hui des gens à bac plus 4 ou bac plus 5 pour y rentrer, ça ne donne pas obligatoirement des journalistes très représentatifs. Et par ailleurs, mais ça c'est pas nouveau, ça a plusieurs décennies, des journalistes issus d'écoles de journalisme qui viennent plutôt des milieux très favorisés ou très favorisés. Ce qui n'était pas le cas vraiment avant. Il faudrait refaire toute l'histoire du journalisme. Mais à la Libération, je veux dire, ceux qui avaient continué à écrire ont été, entre guillemets, épurés. Ça s'appelait comme ça. Donc il y a eu une nouvelle génération qui venait souvent de la résistance, qui n'était pas d'origine aussi bourgeoise, etc. Il faudrait refaire toute l'histoire du journalisme en France. Mais c'est vrai que le journaliste français, je veux dire, il va quand même, ou parisien, il va quand même très peu en banlieue. Il trouve très bien les bobos en vélo. Il ne pense pas que l'essence, ça peut coûter de l'argent et que c'est un problème quand on habite. C'est vrai que les gilets jaunes, ça a été l'exemple de la prise Personne n'a vu arriver le prise au dépourvu. Quasiment pas. Et quand vous disiez, parce qu'il se trouve que j'ai des liens avec les Landes. Quand moi je disais, mais attendez, les types dans les Landes, chez moi, ils font 50 km pour aller travailler,
pour y revenir 50 km, ça fait que 100 km jour, et si le prix de l'essence il a augmenté de 25%, et qu'en plus les salaires sont très bas dans cette région, les types de canards, ils m'ont regardé comme si j'étais un vrai dingue. Bon. Donc il faut aussi, il y a l'affaire des Gilets jaunes, je trouve que c'est très intéressant, vis-à-vis des politiques, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, les journalistes. Parce que c'est finalement très parisien, enfin la vision des journalistes politiques et des politiques, c'est ce qui les caractérise, c'est des Parisiens, quoi, voilà. Ils ne savent pas ce que pense le pays. Au régional, vous avez un très bon exemple, c'est Carole Delga. Personne ne pensait que Carole Delga, qui s'était fâchée avec les Insoumis et avec les écolos, allait faire le score qu'elle a fait. Ouais. Or, si vous avez été un tout petit peu en Occitanie, vous aviez assez vite compris qu'à Toulouse, qu'elle allait faire le score qu'elle a fait. Simplement, les journalistes parisiens, ils vont pas en province. Donc, évidemment, ça n'aide pas à la comparaison. Et ils ne savaient pas qui était Carole Delga, déjà. Ils ne savaient même pas qui était Carole Delga. Ça les intéressait pas. Non, ce qui me frappe, c'est aussi ça, c'est le rapport à l'opinion. C'est-à-dire que dans la tour d'ivoire de Paris, on se raconte une histoire qui n'est pas l'histoire réelle de ce qui se passe dans le pays. Quand tu commences une campagne électorale, comme vient de le faire le maire de la capitale, avec une mesure symbolique qui est les 30 km/h, il ne faut pas être surpris de se retrouver assez bas dans les sondages. C'est-à-dire que penser être populaire avec le 30 km/h, c'est un truc, franchement, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est un génie. Donc il faut quand même, à un moment donné, revenir sur Terre. Et l'autre élément pour moi qui me frappe, c'est qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de capacité à lire et à décrypter les sondages. En fait, les sondages nous disent beaucoup plus de choses que ce qu'on en a dans les journaux. Je prends un exemple. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont bidons, les sondages. Moi, je l'ai trouvé frappant. Sur la vaccination en décembre dernier, on nous a fait un grand truc sur les Français divisés à 50-50 sur la vaccination. C'était faux. Dans les sondages, on avait d'une manière explicite le 80-20 qu'on a aujourd'hui. Simplement, il était 80 favorables au vaccin, il s'expliquait comment. C'était 40% des Français voulaient être vaccinés tout de suite. 20% disaient qu'ils pourraient être vaccinés un peu plus tard quand ils auraient un peu de recul sur la vaccination. Et 20% disaient qu'ils n'en avaient pas très envie, mais qu'ils pourraient accepter de le faire si tout se passait bien. 40 plus 20 plus 20 égale 80. Et en réalité, les sondages n'ont pas bougé. Ce qui est fou, c'est qu'on a préféré la lecture spectaculaire de l'affrontement et du 50-50, à laquelle tous les politiques, et ça me rend encore plus fou, ont cru, ce qui fait qu'aucun politique n'a été pro-vaccin. Ils étaient tous là dans une forme de terreur, un peu comme si les Gilets jaunes revenaient, de « Ah mon Dieu, on ne peut pas être pour la vaccination, les Français sont contre ». Alors que dans la réalité, 80% des Français étaient pour la vaccination et que d'ailleurs, ce qu'on regarde quand on fait des études d'opinion, c'est que souvent l'opinion est plus intelligente que ce que nos élites croient. Les gens sont moins cons que ça. Et donc on avait bien ce 40-20-20 qui faisait 80. Puisque les gens sont moins cons, on va leur laisser la parole. La transition est habile. Ça, c'est quel talent. Merci. Alain, les questions du public, peut-être. Merci pour vos applaudissements et merci pour le lancement, Arnaud. Je n'ai pas fait mieux depuis 2 jours. Je suis payé très cher pour faire ces choses-là. Hein. Magnifique. C'est horrible parce que vous avez été tellement bon que vous avez répondu aux questions qui sont arrivées. Donc on a eu la question sur le financement des médias, c'était Serge. On a eu la question sur le pouvoir politique le pouvoir économique, médiatique et sa collusion avec le pouvoir politique, c'est maintenant mixé. Donc si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment de lever la main, de se manifester d'une manière. Il y en a une ici tout devant et une là-bas aussi. Sinon, moi j'en ai une toute première aussi qui est arrivée, c'est ne gagnerait-on pas à supprimer les comptes Twitter des hommes politiques comme ça a été fait pour Trump aux États-Unis par exemple? Est-ce qu'on pourrait les vacciner définitivement de ça ou pas? Oui, mais qui va décider de vacciner Twitter? C'est ça la limite de l'exercice. C'est que si vous lui donnez le pouvoir à Twitter de décider que tel et tel homme politique peut passer, tel et tel autre homme politique ne peut pas passer, je veux dire, vous donnez le pouvoir de censure et à Twitter. Donc c'est un jeu dangereux. Hein. C'est en tout cas extrêmement complexe. Hein. Je ne sais pas comment on résout ce genre de problème. Hein. Alors je sais que quand Twitter, ça peut énerver le citoyen de base, parce que voilà, il n'est pas d'accord, tel message ne lui plaît pas, certes, mais je veux dire, c'est comme les journaux, personne ne vous oblige à acheter un journal. Hein. Donc personne ne vous oblige non plus à regarder Twitter. Hein. Merci. Une question dans la salle. Oui, s'il vous plaît. Pour revenir au off, pourquoi vous n'avez pas donné cette information sur De Gaulle au moment même? C'est-à-dire que... Parce qu'on ne le savait pas. C'est aussi bête que ça. Nous ne sommes pas doués de télépathie, malheureusement. Mais en plus, bon, je ne voudrais pas vous dire, mais c'était pas ma génération. Attendez. Je veux dire, quand vous lisez, parce que les mémoires de Focard, que peu de gens ont lu, je veux dire, bon,
Foccart, il faut savoir que Foccart était le plus proche collaborateur de Gaulle. N'était pas qu'un chef de barbouze, c'était quand même plus compliqué que ça. Foccart, tous les soirs, a tenu un journal. Il voyait De Gaulle tous les soirs. C'est le seul collaborateur qui voyait De Gaulle tous les soirs. Les autres, même le secrétaire général de l'Élysée, ne voyait pas De Gaulle tous les jours. Et le soir, il dictait à une secrétaire. Bon, il est mort. Il avait choisi que ça soit publié. Ça a été publié. Donc, je veux dire, il y a des choses qu'on apprend 30 ans après, 40 ans après. Hein. Bon. C'était surtout le monsieur France-Afrique, en plus, donc il en savait... Absolument, c'était monsieur France-Afrique. Jacques Foccart. On a toujours pensé que ce n'était que monsieur France-Afrique. Or, c'était beaucoup plus que ça. Bon, je veux dire, maintenant, on découvre, par exemple, Robert Poujade, je ne sais pas si vous connaissez Robert Poujade, qui était le premier ministre écologique de France, mais il a été aussi secrétaire général du Parti gaulliste. Et ses mémoires sont parues récemment, je les ai lus. Il faut être pervers comme moi pour lire les mémoires de Robert Poujade. Mais enfin, peu importe. Et il raconte très bien, il dit « Oh ben, un vendredi après-midi, je suis convoqué par Jacques Foccart à l'Élysée. Il me dit « Demain, vous serez secrétaire général de l'UNR. » Et le type, le lendemain, il devient secrétaire général de l'UNR. Le vote avait été complètement trafiqué pour être sûr qu'il devienne... Bon, mais moi, jamais à l'époque, je commençais déjà le journalisme, jamais je pensais que ça se réglait comme ça, en 5 minutes, dans le bureau d'un type de proche collaborateur de Gaulle pour savoir qui serait secrétaire général du parti. Ça marchait comme ça. Donc oui, bon, c'est vrai. Moi, j'aurais été ravi qu'on l'apprenne à l'époque, mais bon... Merci. On a une autre question ici en bas. Peut-être vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous apporter le micro plus vite. Ah non, ok, ce sera la troisième. Bonjour, merci de me donner la parole. J'ai une question pour Monsieur Canard enchaîné. Nicolas Brimaud. Oui, merci. Pas mal, Nicolas, c'est joli. J'ai mis 40 ans pour y arriver. Enfin. Merci. Vous parliez justement en fait des aides de l'État pour les journaux. Il y a la commission Bronner, c'est comme ça qu'on prononce, qui va arriver contre le conspirationnisme, les fake news, tout ça. Ces aides qui vous sont attribuées à... Non, nous, on n'a pas d'aide, hein, donc le problème est... Ah non, mais je me parlais de manière générale pour les journaux. Oui, d'accord. Les aides qui sont attribuées aux journaux sont conditionnées au fait qu'ils sont considérés comme des journaux, des organes de presse qui disent une vérité. Est-ce que vous n'avez pas... Que pensez-vous de cette commission ? Non, d'abord, ce que vous dites est faux. Ils ne sont pas conditionnés à ce que vous écrivez la vérité. Ils ne sont pas du tout conditionnés à ça. Ils sont conditionnés à un certain nombre de... Enfin, nous, on n'en reçoit pas, on refuse de les recevoir. Donc, c'est simple. Mais pour ceux qui en reçoivent, il y en a beaucoup qui en reçoivent, je veux dire, elles sont conditionnées à des critères économiques. Hein. C'est pas... à l'audience. À l'audience, etc. Donc, vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez, des imbécilités, comme des choses exactes, du bien du président de la République, comme du mal du président de la République. En plus, c'est sous contrôle du Conseil d'État. Il y a des justices administratives qui contrôlent tout ça, la Cour des comptes. Donc, je veux dire, il n'y a pas de combine. Alors, là, moi, je veux dire, les commissions, moins il y en a, mieux on se porte. Hein. Mais si c'est ça que vous voulez que je vous dise, je vais vous dire oui. La commission Bronner, je n'ai pas très bien compris à quoi elle allait servir. Mais bon, parce que c'est l'idée de combattre les fake news. Bon, c'est très bien que dans une campagne électorale, on ne soit pas envahi par les fake news. Pour le moment, personne n'a trouvé la solution. Si la commission Bronner la trouve, on applaudira. Moi, je suis très très sceptique sur ce genre de commission. Moi, je veux juste ajouter que les aides à la presse sont votées par le Parlement quand même. Enfin, c'est dans le budget, rien de caché. Elles sont tout à fait budgétisées. Il n'y en a qu'une qui n'est pas votée par le Parlement, pour tout vous dire, c'est l'aide à la postale, aux abonnements. Monsieur. Oui, je voulais vous interroger sur la question de la contradiction entre journalistes et politiques. J'observe que c'est quelque chose qui est très présent sur les tableaux même de télévision américains, par exemple, où les journalistes vont être vraiment très, on va dire, contradicteurs face à leurs opposants politiques. Je l'ai entendu aussi en France il n'y a pas longtemps sur France Inter, le jour de Journée Climat, je crois, entre Mathieu Vidard et sa collègue et Barbara Pompili, qui était une discussion assez musclée. Et moi, en tant que public, en tout cas, je trouve ça extrêmement réjouissant et malheureusement trop peu présent dans les débats télévisés ou radio. Et je voudrais savoir si vous associez ça vous parliez de manque de combativité tout à l'heure. Est-ce que c'est Sylvie, est-ce que les journalistes français politiques, quand ils interrogent des politiques, en tout cas publiquement, manquent de pugnacité, de combativité, on pourrait dire? Parce que vous disiez, ils sont un peu choisis. Oui, je trouve un peu, oui. Ouais.
Ça, c'est une culture française un peu, Oui, un peu régalienne, quoi. On a l'impression que c'est un héritage un peu... C'est quand même une constante. Hein. Parce que, bon, on a vu par le passé, et ça Nicolas est quand même confirmé, effectivement, de porter la contradiction à un général de Gaulle ou à un François Mitterrand, il fallait s'accrocher parce qu'on s'en mangeait une, quoi. Et devant tout le monde, c'est quand même très désagréable. Et aujourd'hui si vous voulez porter la contradiction, il faut être compétent aussi. Hein. Et je ne suis pas certain que tous les journalistes français sont particulièrement compétents. Hein. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse une comparaison avec les États-Unis, mais le niveau de compétence des journalistes américains est malheureusement beaucoup plus élevé que le niveau de compétence des journalistes français. Mais pas tous. Enfin, il ne faut pas généraliser non plus. Pour il y a des journalistes extrêmement compétents qui travaillent et qui ont bossé leur dossier au fond. C'est compliqué, oui, effectivement. Et puis, est-ce que le critère, c'est juste de devoir être méchant ou agressif ? En même temps, quand vous faites ça, vous avez comme un risque, c'est que personne n'est masochiste au point de vouloir aller se faire trancher la figure avec un journaliste qui est réputé pour. Si le travail n'a pas été fait, si vous pose pas des vraies questions, si c'est juste une joute oratoire où vous avez remplacé l'adversaire politique par le journaliste, ça interroge. Il y a un exemple. Maintenant, il y a eu des émissions de radio du matin. Notamment des interviews du matin où des journalistes se sont fait une spécialité d'être un peu plus mordants et agressifs. Et à partir du moment où ils ont suffisamment travaillé leur dossier, les journalistes, enfin les politiques, y vont quand même pour une raison, c'est qu'il y a de l'audience. Et c'est qu'au fond, l'attention créée par le suspense de comment ça va se passer et est-ce que ça va être dur ou pas dur, crée de l'audience et donc crée de l'intérêt pour y aller. Parce qu'avant, il y avait 3 politiques qui passaient le matin dans des interviews à la radio. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a qui passent le matin sur l'ensemble des interviews ? Il y en a 30. Et donc la difficulté, c'est que sur les 30, il y en a probablement 28 dont l'interview va passer totalement inaperçue. C'est ça le sujet aussi. Et donc dans ce compromis, il peut y avoir le danger d'une forme de mollesse qui ne fait pas d'audience, qui ne fait pas d'intérêt, qui ne raconte pas d'histoire, et où le politique vient faire du commentaire de l'actualité, alors qu'on s'en fout de son commentaire. Le sujet, c'est quel sens il donne aux choses. Ou vient donner des éléments de langage, ce qui est encore pire. Mais il vient parce qu'il est invité, qu'il est content de montrer sa bobine. Ouais. Il y a quand même aussi de ça. Et les médias consomment énormément de politique parce qu'ils en ont besoin pour raconter l'histoire et que ça ne coûte pas cher dans le business model. Ça coûte pas cher. On a quand même aussi très contents de montrer leur bobine. Donc, on a quand même Jean-Jacques Bourdin, pour ne pas les nommer, et Elisabeth Martichoux, pour prendre 2 intervieweurs politiques un petit peu pugnaces. En général, ils sont assez... Le truc, c'est qu'une interview politique, elle est reprise s'il y a des faits, s'il y a une annonce. Si c'est pour faire rien du tout ou du spectacle, c'est pas intéressant. Donc ça fait pas de dépêche. Peut-être qu'on pourrait, parce qu'il nous reste très peu de temps, peut-être terminer là-dessus, Sylvie, sur l'importance... Enfin, on va peut-être avoir l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais pas tant que ça. De l'importance des faits, en fait. C'est-à-dire le pouvoir des journalistes quand ils rapportent des faits et non pas des analyses, la énième expertise, la énième analyse de la stratégie, etc. mais quand ils travaillent sur les faits. C'est ça, je pense, qui intéresse les gens, c'est qu'on leur donne des informations, des faits, et non pas qu'on leur apprenne à penser. Enfin, il faut donner des éléments aux gens pour qu'ils puissent se faire une opinion. Et donc, c'est absolument essentiel dans le travail d'un journaliste de débusquer des choses, d'annoncer des choses, de relater des faits. Et non pas, tout le monde s'en fout de ce qu'on peut penser de tel ou tel truc. Je pense vraiment, mais les journalistes ont besoin de se mettre en scène, beaucoup en tout cas. Je ne fais pas des généralités, moi. Il y en a beaucoup qui veulent se mettre en scène, qui ont envie d'attirer la lumière, exactement comme les politiques. Il y a des confusions comme ça. Et je pense que c'est très, très dommageable. Merci Sylvie. Merci Stéphane. Merci. Pardon. Nicolas. Monsieur Canard, enchaîné. Le prénom. Merci beaucoup. Cette matinée démarre parfaitement bien, cette deuxième journée des tribunes de la presse avec ce débat. Voilà, ça va aller beaucoup mieux si je me recule. Vous pouvez. Merci beaucoup Arnaud. Merci à tous les 4.